C'est un plaisir pour moi de lancer Geneviève. Elle m'a dit lance-moi comme ça. Je la lance comme ça. On va nous présenter le mercredi. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. On continue à comme ça. Alors, bonjour, bienvenue au vieux visage et au nouveau visage. Je me considère comme un vieux visage, donc ne soyez pas offensés. Alors, je m'appelle Geneviève Allaire-Duquette et puis je suis professeure à l'Université de Montréal. Je vais vous présenter aujourd'hui des recherches sur l'expertise scientifique et le cerveau. Mais moi, ça m'intéresse plus ou moins parce que je le connais déjà, le sujet. J'aurais aimé d'abord avoir quelques éléments ou quelques discussions avec vous sur ce qui s'est dit depuis le début de la semaine, parce que c'est déjà beaucoup de choses. Est-ce que j'ai la permission de prendre un aparté? Ça vous va? Si je reviens sur des trucs que j'ai entendus. J'avais envie de vous entendre, puis ceux qui n'étaient pas là, je vous rappellerai ce qui s'est passé. J'avais envie de vous entendre sur Alain, qui, je pense, n'est pas là ce matin. Non. Ah, mais donc, Pardon? Il enseigne. Bon, d'excuses. Hein? Donc, l'expérience d'Alain, il a partagé un choix pédagogique qu'il va faire sur la rétroaction qu'il offre, je pense, sur des TD. Mais est-ce que j'offre une rétroaction à l'écrit ou j'offre une rétroaction audio? Qui est beaucoup plus élaborée et qui est plus précise et qui est plus longue. Il parlait de 3 à 10 minutes d'audio. Moi, ça m'a choqué. 3 à 10 minutes d'audio, mais en fait, pour un étudiant, je trouve que c'est très riche et très intéressant. Mais bref, je voulais vous entendre sur cette expérience-là. Alain s'est donc fait bombarder de questions. Il s'est prêté à l'exercice. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et qu'est-ce que vous retenez qu'est-ce que vous pensez de ce type d'expérience, de ce type de questionnement pédagogique? Est-ce qu'il vous est venu des observations par rapport à vos connaissances acquises lors des différentes semaines de la chaire? Est-ce que vous avez aussi ce genre de questionnement-là qui vous vient en tête? Des questionnements ou des réflexions sur... Alors, parce que moi, par exemple, c'est un truc qui m'intéresse parce que je me rends compte que je fais beaucoup de commentaires à l'écrit, mais je dis jamais que c'est bien, ou je dis juste bien. Et en fait, à l'oral, Alain a l'air de trouver, et c'est vrai qu'on le pense quand on lit. Et donc, de passer à l'oral, pour moi, ça serait plus facile de féliciter l'étudiant sur ses acquis. Intéressant. Voilà. Il a mentionné qu'il y avait... Alain pensait, je crois en tout cas, il n'est pas là, donc on peut parler de lui. Je vais lui attribuer des intentions. Il voulait tester une modalité très simple, audio ou écrite, élaborée ou concise. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de variables dans ces deux modalités-là. Il s'est rendu compte en faisant un audio qu'il se mettait à faire des éloges ou à faire de la rétroaction positive. C'est fascinant. Donc, en voulant mener ce qu'on pense être une expérimentation très simple, on finit par avoir un changement pédagogique qui est en fait très, très, très positif, mais aussi qui est révélé par la recherche comme étant extrêmement favorable pour les apprentissages, notamment parce qu'on a besoin de cet équilibre-là entre rétroaction positive et négative pour apprendre. Ce qu'on a comme chiffre, comme indicateur, évidemment, c'est appelé à évoluer, mais on parle d'environ un ratio d'à peu près 85% de rétroaction positive par rapport à négative. Et quand on est à l'écrit, évidemment, on a le réflexe, probablement culturellement, aussi parce que c'est comme ça qu'on a probablement été corrigé comme élève. On a le réflexe de pointer tous les travers et puis voilà. On suppose que ce qui est pas dit est positif, mais en fait, la rétroaction audio a permis de faire ce changement-là. J'ai trouvé ça extrêmement fascinant, mais surtout fascinant que ça vienne de vous, que ça vienne d'un participant qui a fait la réflexion, qui a fait le lien. Et donc, j'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. D'autres remarques sur ce choix pédagogique? Oui, Frédéric. Moi, ce qui m'a frappé la première fois qu'il m'en a parlé, c'est qu'il commence ses feedbacks audio par « Bonjour machin ». Ma copie, j'écris pas « Bonjour machin ». Tout à fait. Moi, d'un seul coup, ça m'a fait penser, là, comme ça, à de la rétroaction en vidéo. Parce qu'en fait, le langage non verbal, enfin, on pourrait voir un tout petit peu de langage non verbal par l'émotion qui traverse l'enseignant quand il parle. On ne voit pas tout le corporel, parce que le non verbal, il est tellement, tellement intéressant. Tout à fait. Donc, le lien est possiblement plus fort quand on a quelqu'un qui nous parle, quand quelqu'un nous nomme. Ça devient... Il y a la voix, il y a l'écrit, la voix, puis la vidéo. On peut aller encore plus loin.
Oui. Moi, en fait, ça m'interroge parce que je suis partagée entre le fait que je pense que c'est beaucoup plus riche comme commentaire, hein, comme il a pu le dire, il dit beaucoup plus de choses. Euh, mais après, le fait que ce ne soit qu'audio, d'un point de vue mémorisation par l'étudiant qui va écouter ces commentaires et pas les avoir physiquement, visuellement, est-ce que ils vont aussi bien retenir tous ces commentaires? Est-ce que la richesse, par exemple, l'explicitation des commentaires va compenser le fait? Je me dis que possiblement, si c'est que par audio, peut-être que la vidéo serait peut-être plus riche d'ailleurs. Est-ce que ça n'aurait pas un impact sur le fait de retenir en fait tous ces commentaires? Question que Oui, j'avais pas vu, je donne un élément de réponse. Effectivement, on peut penser que un des compromis qu'on fait avec l'audio, c'est revenir, surtout si on a un audio de 10 minutes, revenir à un élément. Précisément, ça demande beaucoup de temps. Il peut y avoir une perte de temps à retrouver le segment, la partie, etc. Il y a maintenant des outils de transcription qui sont assez puissants. Hein. Quand vous regardez une vidéo YouTube, vous avez vu que ça peut être auto-généré maintenant. Donc, il y aurait possibilité de l'offrir de cette façon-là pour compenser. Mais effectivement, c'est une limite importante. Oui, c'est ce que je voulais dire. Enfin, par rapport à une rétroaction, enfin, on donnerait un feedback one-on-one, enfin, physiquement, on serait là, on parlerait à l'étudiant. Il va peut-être oublier les trois quarts, il va juste se rappeler d'un élément. Le fait d'écouter effectivement l'audio, peut-être qu'il va aussi se rappeler, peut-être cette fois-ci pour réécouter au moins le début, parce que ah là, il a du bien de moi, etc. Bon. Mais avec les outils IA, on peut du coup faire une retranscription. Donc, il peut aussi garder une trace et voir parler, enfin, une trace écrite qui peut-être à laquelle il reviendra peut-être plus facilement que de réécouter les pistes. Tout à fait. Puis il n'y a rien qui empêche de combiner, de pointer les erreurs dans le document et d'accompagner ça d'un audio qui est plus complexe. Martin? Ben, moi, j'ajoute à la réflexion parce que je trouve ça intéressant. Effectivement, je pense que l'audio, ce que ça fait, c'est que c'est moins énergivore et ça nous permet de mettre plus de choses. On a plus d'espace tout à coup. Mais moi, la réflexion que ça me fait à chaque fois, puis je trouve ça intéressant d'avoir mentionné l'IA, je trouve que c'est quelque chose qui vient de toute façon. Et je pense qu'il y a effectivement un déplacement de l'expertise, là, où on perd l'expertise de l'écrit par rapport à l'oral, qui est peut-être plus facile. Mais on a fait cette discussion-là, nous, en faculté, et tout le monde se dit, ben, pour l'évaluation, maintenant, il faut revenir à l'oral, parce qu'à l'écrit, on n'y arrive plus. Et qu'ultimement, ça crée un déplacement même de ce que les étudiants vont apprendre. Ils n'apprennent plus la même chose, puisque c'est rendu trop facile à automatiser. Ça déplace vers autre chose, mais ce ne sont plus les mêmes étudiants qui apprennent plus les mêmes choses. Et moi, je trouve ça, c'est une belle élément de réflexion, mais j'ai absolument aucune réponse. Je suis complètement déstabilisé par ça. C'est un déplacement complet de notre rôle. Je ne sais plus vers où s'en va notre rôle. Parce qu'on les forçait avant l'écrit. Parce que c'est plus dur d'aller à l'écrit. Ça prend plus de temps à le faire. Sauf que maintenant, c'est comme s'ils n'ont plus à le faire par un déplacement des outils IA. Et je crois qu'on est en train de perdre l'écrit. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai comme chercheur. On est en train progressivement de perdre l'écrit. Mais je lance ça dans certains avis. Moi, je voulais juste compléter par rapport à l'oral, c'est que Alain, quand il fait ses commentaires, il a une grille critériée sous les yeux avec 4 entrées principales. Et donc, chaque fois qu'il parle, il renvoie l'étudiant sur une de ces entrées. Donc, ça veut dire que quand même, il y a des pistes, il y a des jalons pour l'étudiant. Et se rendre compte que, ouais, alors c'est vraiment dans cette catégorie que j'ai eu le plus de mal, moi, je trouve que c'est pas gratuit quand même son oral. C'est pas juste je te raconte quelque chose. C'est vraiment centré sur un outil de travail que les étudiants ont aussi. Deux dernières interventions, Joël. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un format qui rapproche de ce qu'on fait en classe et ça met en lumière à quel point est-ce que moi, quand je corrige une copie, je fais quelque chose que je ne ferais jamais en classe. En classe, je ne viendrais jamais voir un étudiant en barrant son truc, puis en disant rien, puis après en disant non. Évidemment que je suis là, je dis bonjour, je lui pose une question, je lui donne une piste, même si je ne le fais pas à sa place. Et finalement, ça met en lumière le fait que quand je lui renvoie une copie, on est
pas dans l'accompagnement de l'apprentissage, même si on a l'impression qu'on l'est. Mais comme c'est des paradigmes différents, je pense que je ne l'avais pas forcément questionné. Et le fait qu'ils proposent autre chose me fait me rendre compte de la différence entre ma pratique quand je corrige une copie et ma pratique quand j'aide un étudiant à prendre un TD, quoi. Donc, ça incite à la bienveillance. Et puis, enfin, ça questionne le rôle aussi. C'est-à-dire qu'on dit l'évaluation pour soutenir les apprentissages. Moi, quand je barre en disant non, j'ai l'impression que je le fais. C'est peut-être pas la façon la plus efficace. C'est efficace, peut-être, oui. Moi, la pensée que je me faisais, c'était que ça en dit peut-être autant sur les étudiants que sur nous-mêmes et notre façon de voir l'écrit et l'oral. Enfin, ça rejoint un peu le commentaire de Martin, c'est-à-dire j'ai quand même l'impression que c'est un changement générationnel et que quelque part, l'intérêt pour moi, en tout cas des feedbacks oraux, c'est que c'est en fait devenu la façon de communiquer de beaucoup de jeunes. Je les vois en fait, moi je les vois souvent s'envoyer des vocaux et de ne pas comprendre pourquoi ils trouvent ça intéressant. Et, et je me dis, bah, en fait, finalement, peut-être que effectivement, c'est complètement enfin, les intérêts que eux y voient, on les connaît pas parce qu'on est en gros pas de la même génération, mais en fait, en s'y mettant, on va les comprendre. Intéressant. Oui, puis moi, ça rejoint l'impression générale que j'ai eue de la présentation d'Alain, c'est qu'au-delà de tout ça, de toutes ces considérations, ce que j'ai retenu, c'est qu'il s'intéressait à valider auprès des étudiants, il les a questionnés, et comme étudiant, de savoir que notre enseignant se demande qu'est-ce qu'on préfère comme modalité, comment on perçoit. Je pense que déjà, il y a un lien, puis il y a nécessairement, quelqu'un parlait du climat de classe hier, là, de l'instaurer en collaboration. Je pense que ça change tout à fait l'état psychologique et des étudiants, la position dans laquelle ils se placent. C'est hyper intéressant. Il y avait aussi l'expérience de Fabienne, un résultat décevant, ou pas. Pour vous remettre dans le contexte, hein, Fabienne a tenté avec son collègue, je ne me souviens plus de votre nom. Sébastien, voilà, a tenté de mettre en place un semestre basé sur des principes neuroéducatifs versus des collègues qui ont fait business as usual, si j'ai bien compris. C'est ça? Il y a des collègues qui ont, pardon Fabienne, je ne trouvais pas, ou presque, qui ont continué un enseignement plus magistral. Et ils ont testé, est-ce que les étudiants vont avoir une meilleure rétention à long terme? Ils avaient espoir, je pense. Ils avaient un grand espoir. Il ne faut vraiment pas s'attacher à nos données. Hein. Vous savez qu'une fois qu'on fait un projet, c'est comme lancer un poulain, OK? Dans la nature, il va où il va. Est-ce que c'est décevant? J'ai repensé à vous. Et je me disais, est-ce que c'est décevant? Le résultat est que finalement, il n'y a pas de différence. Tout le monde retient très bien à long terme qu'on enseigne avec les principes neuroéducatifs ou qu'on enseigne de façon magistrale. Et avant, je veux vous entendre avant de vous donner ma conclusion. Est-ce que vous avez des commentaires? On en a parlé un peu hier, mais est-ce que, après une nuit de sommeil, oui? Alors, c'est vrai que Fabienne, elle a dit que c'était décevant, mais elle a dit justement que là, ils allaient recreuser les choses parce que ce n'était peut-être pas les bonnes choses qu'ils avaient interrogées. Donc, c'est plein d'espoir. Puisqu'en fait, il n'y avait pas la réponse à et finalement, est-ce que ça leur sert sur le long terme ou est-ce que ça a un impact sur l'enseignement? Donc, en fait, le but de cette UE, c'est quand même d'avoir un impact sur d'autres choses que juste l'UE. Et ça, vous ne l'aviez pas questionné encore. Et que donc, en fait, moi, je trouve qu'il y a plein d'espoir. Oui, effectivement. Fabienne a déduit que peut-être que la question avait été mal posée, mais peut-être qu'aussi la question, elle a été bien répondue, mais qu'elle a permis d'obtenir une chose qu'on n'avait pas, et tu l'as très bien dit hier, on n'avait pas de portrait initial. On était parti sur une prémisse, comment on dit en français, une assumption, une présupposition, merci, hein, que les étudiants n'ont pas de rétention à long terme. Et peut-être que ce que vous avez trouvé, en fait, c'est un résultat étonnant, c'est on pense qu'ils ne retiennent rien. En fait, ils retiennent très bien. C'est même pas un problème chez nous, du moins dans ce cours-ci. Alors, le résultat décevant, pour moi, vous avez dressé un portrait initial qui est absolument convaincant, que c'est pas un problème. Alors, ça aide à cibler un vrai problème. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. J'espère que vous allez voir la valeur après la déception. Il faut passer à autre chose, mais hyper intéressant aussi. D'autres interventions? Je me suis demandé aussi, on va bientôt arriver à la conférence, OK? Je vous garantis, je vais la faire. Je me suis demandé si, on vient de cultures très différentes, hein? Sciences de l'éducation versus biologie, sciences de la vie, écologie, ingénierie et tout. Vous arrivez de sciences où vous avez des modèles unificateurs, c'est-à-dire vous avez la cellule, vous avez l'atome, vous avez tout ça. Est-ce que vous ne vous demandez pas, coudonc en éducation, est-ce que tout ne fonctionne pas un peu? Hein? Avez-vous, on vous parle de construit, puis vous avez regardé il y a 6 ans,
construit? Est-ce que c'est ça, l'intérêt, l'engagement, l'expérience ressentie, le récit de vie? On peut même étudier les récits de vie en éducation. Quoi d'autre, Diane? Exactement. On a une espèce de pluri. Voilà, exactement. On est très, et peut-être que si Thomas Kuhn était dans la salle, il dirait, ben, vous êtes vraiment une préscience, en sciences de l'éducation. Martin l'explique d'ailleurs comme ça dans ses cours. On est un peu en train de chercher notre modèle unificateur en éducation. Et je me suis posé une question que je veux vous poser à vous. Est-ce que vous sentez, avec toutes ces interventions-là, avec André Sébastien qui vient parler d'approche par compétence, pour ceux qui le connaissent, avec Diane qui nous parle d'évaluation. Moi, je vous dis, attention, le cerveau. Martin revient. Attention, l'évaluation. Attention, l'espèce d'espacement, etc. Est-ce que vous vous sentez que tout le monde tire la couverture de son côté, puis vous vous dites, moi, où est-ce que je trouve ma chaleur là-dedans? Ou non? Je serais curieuse d'entendre certains, si vous voulez, partager. Je ne dirais pas tirer le truc à soi, mais par contre, on se rend compte que c'est vraiment enfin, il y a plein d'approches différentes. Et qu'en fait, on retrouve à chaque fois des mêmes questionnements, on peut les retrouver sous différents angles. C'est ça, et suivant son intérêt, enfin, son intérêt propre ou sa façon de penser, ou on va plutôt aller dans cette direction, plutôt dans celle-là, plutôt aller voir les psys, plutôt aller voir les sciences de l'éduc. Non, c'est pluri et du coup, moi, je trouve que ça répond à toutes les personnalités. Ouais. Mais à la fois, des fois, on ne sait plus du tout où aller. Mais si ça répond à toutes les personnalités, et là, je me fais l'avocat du diable, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire un peu n'importe quoi en éducation? Ah mais non, vous êtes très... Non, moi, j'ai été très surprise par la démarche scientifique en sciences de l'éducation. Donc, j'ai conclu sur toutes les sciences qu'on appelle molles, nous. Je trouve que vous êtes d'une rigueur qu'on ne trouve pas, nous, dans nos sciences à nous. Pas pareil, parce que nous, on n'a pas besoin de tout définir. Comme tu dis, l'atome, c'est l'atome, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, les cadres théoriques, je n'ai pas besoin de me poser la question. Donc, j'ai trouvé qu'au contraire, vous, on peut tellement partir dans toutes les directions que vous êtes hyper rigoureux sur, voilà, non, je pars dans cette direction et je me maintiens. Peut-être en conclusion, je peux ouvrir par là, parce qu'il y a des pistes. Et ça nous oblige à des choix, ça nous oblige, c'est ce qui est très difficile. Il faut être explicite dans nos choix, effectivement. Oui. Je suis d'accord avec le diable, ton avocat du diable que tu fais là. Moi, je crois que ça fait 20 ans que je fais des formations en pédagogie, que j'entends des gens qui parlent de pédagogie, et je vois que cette année, je pense que c'est différent, mais jusqu'à présent, dès que j'entendais quelqu'un, je partais dans la direction du truc parce que ça me parlait, c'était fort, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la première année où je sens que, à force d'avoir lu aussi sur de la philosophie, et qu'est-ce que c'est l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire éduquer, et me poser moi intérieurement ces questions-là, je sens que moi j'ai un truc qui est un socle maintenant, et quand j'entends tous ces trucs inspirants, ok, je reçois de l'inspiration, mais je suis plus balancée dans tous les sens. Mais parce que je fais du taf et je mets beaucoup d'énergie à me poser cette question, c'est quoi l'éducation, c'est quoi éduquer, c'est quoi me mettre au service de la vie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est quoi mes valeurs, et c'est de la philosophie, et franchement, ça manque. Moi, je vais chercher dans des anciens trucs, et c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est un gros trou, en fait. Mais c'est peut-être juste moi perso, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué, quoi. Et que je construis un peu seule par moments, quoi. En lisant Carl Rogers, Montessori, Dewey. Et ouais, moi, je trouve que c'est... Moi, j'ai besoin d'un socle de philosophie, d'un truc qui, pour l'instant... il est en filigrane chez tout le monde. Et l'explicitation, moi, elle me manque. Merci. Oui. Moi, je rejoins ma première collègue qui parlait. J'ai pas la sensation d'être tiraillée. J'ai la sensation que vous amenez des éclairages différents, un petit peu comme une scène avec des spots. Il y en a qui éclairent le même endroit, il y en a qui éclairent d'autres endroits. Mais j'ai pas la sensation que l'éclairage soit divergent et qu'on n'éclaire jamais l'intérêt principal. Oui. Dernière intervention, oui. Moi, j'ai pas forcément cette impression d'être tiraillée, mais quand on passe à travers toutes les notions différentes dans la littérature, moi, pour comprendre les choses, j'ai besoin d'avoir une carte. Et du coup, je sais pas comment, enfin, j'ai du mal à maintenir dans mon espace mental comment s'imbriquent tous les éclairages, tous les concepts, etc. Et en faisant de la littérature, j'avais trouvé un cadre qui m'avait beaucoup plu, justement, un peu unificateur, qui était l'autorégulation, l'apprentissage autorégulé.
qui décrivait un peu tout ce qui influe la manière dont l'apprenant va se dans une tâche, tout ce qui influe la manière dont il s'y prend quand il est dans la tâche et tout ce qui lui permet de réguler. Et j'avais réussi, enfin du coup, ça reprenait un peu toutes les notions que j'avais vues, mais organisées de manière dynamique. Donc du coup, il y avait des choses relatives à de la psychologie, à la cognition, à la motivation, les stratégies d'apprentissage, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup soulagée parce que j'avais l'impression d'avoir une carte dans laquelle je pouvais voir comment les choses s'orchestrent les unes par rapport aux autres. Et je me sentais moins tiraillée grâce à ça entre différents éclairages en me demandant est-ce qu'il vaut plutôt regarder les facteurs de risque, les stratégies d'apprentissage, la motivation, l'engagement. Voilà, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a aidée d'avoir une proposition mise en dynamique commune de différents concepts entre lesquels, autrement, je me sentais tiraillée. Je pense que ce besoin-là c'est important à un certain point. C'est sûr qu'on ne peut pas commencer par trouver un cadre unificateur, je pense, dans nos premières expériences avec la chaire. Il faut d'abord un peu explorer, mais éventuellement, pour éviter de... Parce que je sentais certaines ou certaines participantes qui souhaitaient presque tout mettre en application. C'est comme difficile de recevoir toute cette information-là, puis après, on retourne dans nos classes en janvier, puis là, attends, par quoi je commence? Qu'est-ce que je mets en... Et donc, se trouver un cadre qui vient de la philosophie, qui peut venir de la psycho, qui peut venir de la régulation des apprentissages. On n'en a pas un encore à vous proposer. J'espère qu'un jour, les sciences de l'éducation vont en avoir un. Le plus près qu'on a, c'est une théorie de Cal Friston, qui est professeur à UCL, University College London, et il a fait donc une proposition qui s'appelle l'énergie libre. Et si vous êtes en sciences, vous avez probablement entendu parler d'énergie libre. On est prêt il a créé un modèle qui intègre... Pardon? Pardon, non, c'était... Une blague d'énergie libre. C'est ça. Si elle vaut la peine d'être partagée, je vous on n'en a pas, mais on en a quelques-uns qui commencent à s'approcher. Donc, notamment, un des modèles, moi qui me sert, parce que j'ai vécu la même chose que vous, c'est-à-dire que même en étant chercheur en sciences de l'éducation, on a l'impression de se faire aussi tirer de chaque côté. Un modèle qui s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle et qui tente de regrouper à peu près toutes les variables qui influencent l'apprentissage. Mais il y en a d'autres modèles qui sont presque similaires à celui-là, notamment la métacognition, etc. Et donc, on n'en a pas un, mais je voulais vous dire que c'est normal de sentir qu'il n'y a pas une théorie. Et je suis contente que vous sentiez, parce que moi, j'ai ce même sentiment-là à la chaire, qu'on apporte des éclairages sur le même phénomène. Et je vais vous montrer un exemple. J'essaie de vous convaincre. J'espère que j'ai bien écrit Youssef, son nom. Oui, est-ce que c'est bon? Oh, parfait, je ne l'avais pas vu à l'écrit. Donc, Youssef parlait de la participation, hein, comment susciter l'engagement. Et comment c'était fait, ça? Ben, c'était par, et je vais faire le lien avec le cerveau, vous allez voir, hein, il a parlé beaucoup d'autonomie. Hein, pour favoriser l'engagement et la participation, il faut autonomiser les élèves. Ben, autonomiser les élèves, ça veut dire les laisser parler, les laisser produire des choses. Et ça, c'est rendre le cerveau actif. Hein. Si vous avez suivi des formations en neuroéducation, vous savez que pour que les neurones se connectent, il ne faut pas juste qu'on écoute, hein, il faut aussi qu'on soit amené à produire. Donc, on parle de la même chose. Hein, quand je parle du cerveau actif puis quand Youssef vous parle d'engagement, on parle de la même chose, juste avec deux lunettes ou deux lentilles différentes. Quand Diane nous parle de notation alternative, c'est qu'il y a un lien avec l'apprentissage. Moi, je me ramène toujours au cerveau. Bien sûr, c'est mon manque d'approche. Quand on parle de notation alternative, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est notamment qu'on fait de la rétroaction beaucoup plus élaborée et beaucoup plus transparente. Hein. Donc, on reçoit une rétroaction élaborée quand on fait une notation alternative parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut plus simplement mettre un 14 sur 20. Il faut expliquer. Bien, une rétroaction élaborée, ça a démontré que ça a un impact sur l'apprentissage. Donc, c'est la même chose qu'un psychologue qui vient vous parler de rétroaction élaborée. Diane prend la lunette du PAN, je pense. PAN. Et moi, je vois donc un recoupement très clair. La même chose pour André Sébastien, qui vient vous parler j'en parle parce qu'il était là au mois de juin, si j'ai bien compris. Qui vous parle d'approche par compétence. Vous allez dire notation alternative, approche par compétence, engagement, participation. Quel est le lien ici de l'approche par compétence? Voyez-vous un lien? Voyez-vous un lien, disons, avec l'apprentissage? On peut en voir beaucoup, parce que l'approche par compétence, c'est très, très large. Hein, mais moi, je vois notamment le fait que quand on choisit de s'engager dans une APC, et là, corrigez-moi, ceux qui s'engagent là-dedans, on va notamment organiser des activités complètement différentes parce qu'il faut organiser des situations complexes où les étudiants collaborent entre eux. Donc, on crée un climat de classe qui est complètement différent. On met les étudiants en projet et ça peut donc créer un état psychologique très favorable à l'apprentissage. Tout d'un coup, les étudiants se voient comme des co-chercheurs ou des
des collègues, plutôt qu'en compétition, ou etc. Et donc, tous ces modèles-là, finalement, je pense, visent la même chose. C'est normal que vous vous sentiez tiré et j'espère qu'on pourra expliciter nos cadres unificateurs parce que chacun, on doit s'en trouver un, je pense, pour garder une sérénité là-dedans. Que ce soit le modèle que moi j'ai trouvé, moi, c'est le cerveau qui m'a apaisé parce que j'essayais de ramener ça à on a un bon mécanisme de plasticité cérébrale, on comprend bien comment ça se passe au niveau cérébral. Alors, j'essaie de ramener ça à est-ce que ça favorise l'apprentissage au niveau cérébral? Ça m'a permis donc de me calmer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'espère que vous trouverez votre angle d'approche pour vous permettre de regarder le monde de l'éducation de façon plus sereine. Avertissement toutefois. Moi, j'ai mis grit et mindset ici. Grit, ça veut dire un peu comme en français, je pense, résilience, quelque chose comme ça. Avertissement toutefois, je ne veux pas que le message que je vous lance là, ce matin, ça vous donne l'impression que tout fonctionne. Il y a des recherches. Si vous êtes intéressé à connaître ce qui ne fonctionne pas en éducation, il y a un site web qui est fantastique qui s'appelle Clearinghouse, qui est fait par le gouvernement américain, puis qui met toutes les recensions d'écrits, méta-analyses qui ont montré les choses qui ne fonctionnent pas en éducation et pourquoi ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, ça s'appelle le Clearinghouse Project, donc on fait le ménage dans la maison, et notamment les recherches sur le grit. On a pensé il y a 5-7 ans là, que c'était parce qu'il fallait absolument là, que les étudiants développent le grit, donc la résilience. Ou encore qu'il fallait absolument travailler sur l'état d'esprit des étudiants. C'était la variable clé. Il fallait juste montrer aux étudiants qu'ils sont capables d'apprendre, puis ils vont apprendre. Okay? Et ça a été fait comme un peu de façon naïve. Mais donc, si vous entendez quelqu'un parler du mindset comme étant la variable clé en éducation, ben, vous avez peut-être maintenant, avec ce site-là, le Clearinghouse, un peu plus d'autodéfense intellectuelle. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne en éducation. Oui? Juste ce que tu viens de détruire, est-ce que tu peux prendre une ou deux phrases pour expliquer peut-être, parce que tu as probablement dans la salle des personnes qui ont lu les choses sur le mindset et qui ont besoin d'un micro-éclairage. Wow! Je vais manquer de temps, attendez. Est-ce que je peux faire ça de façon intelligible? Le mindset, donc cette idée que les élèves ont il y a un continuum entre un état d'esprit fixe. On a tous une croyance sur l'intelligence. Est-ce qu'on croit que l'intelligence est fixe, qu'on est né avec une intelligence et qu'on a un potentiel un peu comme un réservoir puis qui est fixe, donc qui est un système fermé? Ou on a au contraire un mindset qu'on appelle ou un état d'esprit dynamique où on pense qu'en travaillant, on peut s'améliorer, on peut apprendre. Je le caricaturise. Et Carol Dweck, elle est quelque part en Californie, mais je pense Stanford. Stanford, c'est ça. Elle est arrivée avec ce concept-là et ça a révolutionné un peu l'éducation parce qu'on s'est dit, ben, en fait, si on pouvait changer l'état d'esprit des élèves puis ils pouvaient penser qu'ils vont s'améliorer, ils vont davantage s'améliorer. Et il y a eu donc tout un corpus de littérature écrit là-dessus. Au début, on pensait que c'était la panacée, un peu comme vous avez peut-être déjà entendu dans les formations en pédagogie. On nous tire vraiment d'un côté, ça devient presque une idéologie. Et on se rend compte que finalement, le mindset, ça a un impact, somme toute, assez restreint, surtout sur des élèves qui sont à risque de décrochage chez vraiment une population et surtout en mathématiques. Il y a donc un petit contexte d'application où ça fonctionne, mais ça n'a pas l'impact généralisable qu'on pensait. Et ça a en fait un effet pervers parce que les enseignants se disent « Ah, moi, il faut que j'ai une conception dynamique de l'intelligence. Je suis enseignante, mes élèves ont la capacité. » Et finalement, les enseignants qui développent un mindset dynamique ou un état d'esprit dynamique vont donner moins de rétroaction aux élèves parce qu'ils croient en leur autonomie. Et ça a donc démontré que plus les enseignants développent ce mindset dynamique-là, moins ils interviennent et moins leurs élèves apprennent. Donc, pardonnez mon biélorusse, là, mais in a nutshell, c'est ce qu'on a compris là, de la recherche là-dessus. On a fait un long aparté. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Si vous l'êtes, maintenant vous serez rassasiés, on va parler de cerveau. Donc, voici ce que j'avais annoncé. On va parler de comprendre le cerveau pour mieux apprendre et enseigner les sciences. Qui était là en 2024 avec Steve Masson qui vous a parlé de mémoire de travail? OK, donc environ la moitié. Parfait. Qui était là en 2019 quand on a parlé pour la première fois de cerveau? À peu près la même moitié. Bienvenue. Et qui n'a jamais entendu parler de neuroplasticité et du lien avec l'apprentissage? Parfait. OK. Et qui se sent intermédiaire dans toute cette histoire? OK, ça marche.
Donc, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Se sentir intermédiaire. Oui. Mais se sentir, J'en ai jamais entendu parler. Ou j'en ai un peu entendu parler. Bon, Diane me demande de définir. C'est le problème quand on invite Diane, il faut définir les choses. Moi, je suis très quanti, alors on est intermédiaire. On ne commencera pas Diane, parce qu'on n'y arrivera pas. Mais effectivement, intermédiaire, ce que je veux dire, c'est que vous n'étiez pas là aux conférences précédentes de la Charte sur le cerveau, mais vous avez lu là-dessus. Voilà. C'est parti. D'accord. OK. Alors, je voudrais dire merci à Steve Masson qui était là l'année dernière, qui a été mon directeur de thèse, qui a donc formé mon esprit. Et si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, il est extrêmement divertissant, mais surtout instructif en cerveau et apprentissage. Et généralement, ce qu'il présente s'applique à tous les niveaux d'apprentissage, donc de la crèche jusqu'à votre niveau. Je me risque jamais dans vos noms de système scolaire. Mais je vous le conseille fortement. OK. Je vous laisse une minute avec Richard. Attendez, comment on fait pour mettre du son? Now, tell me again, in one sentence, why you're able to see that apple. The light hits the apple and it goes into my eye. And when the light goes through my eyes, I'm able to see the exact vision of what the apple looks like. This is the apple, and my eye would be right here. And I look at it and I see it, and it comes back. Maybe you could put arrows to show me which direction things are going? Okay, I'm seeing it that way. Like, I'm looking at it and it's coming back, and then it comes back to me that way. Okay, what is the it that's coming back to you? That's what I don't understand. The light, and when it reflects off it, I can see the apple. OK. Est-ce que vos étudiants auraient la même conception que Richard sur comment on voit une tête? Vos élèves, pardon. Non? Vos élèves ont compris comment la vision se produit. OK. Dans une école d'optique, oui. Ça va, oui. Mes étudiants en optique, c'est comme ça c'est leur préconception, disons. J'espère que c'est donc. Voilà. OK. Oui, non, peut-être? Oui. Oui. On va voir des données qui montrent que même les étudiants universitaires, il y en a une proportion significative qui vont garder ce genre d'idées qu'on appelle, moi j'appelle ça conception non scientifique. Vous allez le voir dans la littérature comme conception alternative, conception erronée. Moi, je préfère le terme pour l'instant qui est inattaquable de conception non scientifique. On ne lui donne pas de qualificatif, c'est pas naïf, c'est pas spontané, c'est pas tout ça. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder à cet aspect précis de l'apprentissage des sciences. Je ne vais pas m'attarder aux autres difficultés d'apprentissage des sciences, le niveau d'abstraction, formuler des hypothèses, générer des hypothèses, expliquer des causes et des effets, expliquer des corrélations. Je m'intéresserai donc vraiment spécifiquement à l'apprentissage des concepts scientifiques. Pourquoi? Parce que, en mon sens, c'est ce qui doit rester. C'est important, mais c'est ce qui doit rester après une formation scientifique, même si on décide de ne pas œuvrer dans ce domaine-là. Ce matin, j'étais à l'hôtel d'Orsay. Bon, maintenant, vous savez où nous trouver. OK? Mais ce que j'adore de voyager seule, c'est qu'on a le temps d'écouter les conversations des autres. Okay? Vous êtes sûrement comme moi, on est tous comme ça. Et donc, il y avait ce que je pense être des Italiens assis à côté de moi qui discutaient de pourquoi le soleil se levait tard, ici, plus tard. Et donc, ils discutaient, ils étaient deux, l'un d'eux ou l'une d'eux dit le soleil, en fait, il ne se lève pas plus tard, on est dans le même fuseau horaire. Qu'est-ce que tu racontes? Et son collègue ou sa collègue de répondre non, c'est parce qu'on est plus à l'ouest que le soleil que le soleil se lève plus tard. Donc, ils débattaient
scientifiquement, personne n'avait la réponse scientifique, hein, c'est la latitude qui compte et non pas la longitude, donc c'est pas l'est et l'ouest. Et le même fuseau horaire ne garantit pas que le soleil se lève. Mais j'étais fascinée. Ils discutaient de façon totalement raisonnable. Et je me suis dit, mais c'est fantastique, comme on leur a appris. Hein, parce que sans formation scientifique, on n'arriverait pas à ça. Même s'ils étaient à côté de la traque, et je voulais intervenir, hein, vous le sentez. Mais j'avais peur d'avoir un peu de persil ou quelque chose. Je vais garder ma crédibilité entre les dents. Et donc, cette idée-là d'apprendre des concepts et d'être capable de discuter comme Richard le fait, comme mes collègues d'Aliel l'ont fait à côté de moi, hein, c'est cette idée de est-ce qu'on est capable de discuter de concepts scientifiques? Est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion sur un concept scientifique simple? Et donc, je vais vous proposer un exercice. Je sais que vous n'êtes pas tous en sciences de la vie et enseignants de biologie, mais je vais vous poser, je pense que j'en ai 5 exemples de questions. Je vais vous demander, choisissez la réponse scientifique parmi les 5 choix que je vais vous proposer, mais essayez de repérer l'erreur qui serait la plus répandue chez vos élèves. Je veux voir à quel point vous avez cette capacité-là d'anticiper les conceptions de vos élèves. Et je vous donne les 2 réponses. Okay? Je ne vous laisse pas en pente. Donc, pour chaque, et ce sera plus clair que ça, vous n'en faites pas, mais pour chaque question, il va y avoir 5 choix de réponse. Il y a toujours un choix de réponse qui est la conception erronée la plus courante, un choix qui est la réponse scientifique, puis les autres, ce sont des distracteurs. Donc, moi, je vais vous demander de trouver la réponse correcte et la conception erronée. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, que savent les scientifiques à propos de l'information génétique trouvée dans une plante? Je vous laisse lire et je vous laisse choisir les 2 réponses. Donc, la vraie réponse et la réponse piège que vos élèves, que vos élèves choisiraient. Donc, A, pour la réponse scientifique. B. A, il y en a qui se réveillent. La réponse scientifique, on commence toujours par la scientifique. B. C. D. E. Donc, la réponse scientifique, effectivement, elle va toujours être en noir, c'est A. Donc, les cellules des feuilles et des fleurs contiennent la même information génétique. Et qu'est-ce que les élèves choisiraient? Évidemment, ce n'est pas A. B. B, vous dites? Donc, seulement 33%, j'avais oublié, je vous donne aussi. Donc, seulement 33% des élèves de 17 ans, donc quand ils arrivent, j'imagine, dans vos programmes à peu près. C'est ça, vous recevez des élèves de quoi? 19 ans, 17 ans, 18 ans? 18? Alors voilà, ça, ils sont questionnés à 17 ans, ça vous donne une idée. Et qu'est-ce qui est la réponse? Le piège le plus commun? Oui, c'est celui-là. Voilà, pourquoi? On en reparlera, mais vous aviez repéré la réponse? Vous auriez dit D. Les cellules des fleurs contiennent l'information génétique, mais pas les feuilles. Parce que dans les fleurs, il y a reproduction sexuée, donc on pense à... OK. C'est pas évidemment, je vous donne le piège le plus populaire, hein, mais les élèves peuvent choisir d'autres réponses. Lara mesure 1,55 m à la fin du secondaire, donc à la fin du lycée, 1,73 m au début, à la fin du collège, pardon, donc 1,73 m au début du lycée. Sa croissance rapide en taille est principalement due à quoi? La misconception, ça serait. Conception scientifique. A, B, C ou D ou E? Scientifique, c'est C, une augmentation du nombre de cellules, mais pas de leur taille. Et ce qui m'intéresse surtout, donc ça, c'est réussi par à peu près 43%, mais les 57, pardon, les 57, ils seront où? Voilà, une augmentation de la taille du nombre de cellules. Celle-ci m'intéresse particulièrement. J'aimerais savoir ce que vous pensez du piège des élèves. Les séquoias géants peuvent peser plus d'1 tonne, même après que toute l'eau a été retirée. D'où provient la majeure partie de la masse d'un arbre séché? De molécules à base de carbone absorbées du sol, de minéraux absorbés du sol, de l'eau absorbée du sol, du dioxyde de carbone de l'air et de l'énergie solaire. Scientifiquement, A, B, C, D ou E?
D, ça va? Mais les élèves, ils pensent quoi? ouais. Il y a deux réponses ici. Alors, donc, seulement 26% des élèves de 17 ans sont capables d'y répondre. Et les deux réponses les plus populaires, c'est de l'eau et des minéraux. Hein. Il y a cette conception extrêmement difficile et persistante que puise ça de leur racine. Le D, c'est marrant. C'est pas comme ça. Il faut que tu mettes de l'ordre que tu manques à touche. Et je serais intéressée à savoir ce qui vous fait réagir ici. Il y a des Pardon? Le C? L'eau, il y a pas de merde, on a dit qu'on a enlevé toute l'eau. Oui. Et comment ça se fait qu'ils disent que c'est quand même l'eau? Oui, voilà. Oui, là, ils n'arrivent pas à lire Oui, juste la petite anecdote. Moi, une prof qui m'avait parlé de celle-là, c'est une prof à AgroParisTech et elle disait que ses élèves se plantaient. Et Agro, vous connaissez, c'est vraiment une super école donc c'est vraiment là, tu l'as mis pour les 16-17 ans, mais. Je pense qu'il y a des Agro. OK, il en reste deux. Donc, grand-maman colle les élèves pour son pain maison, fait avec de nombreux ingrédients, donc farine, sucre, de l'eau et de la levure. Elle dit que la levure fait lever son pain, mais elle ne sait pas comment ça se passe. Un scientifique dirait ou une scientifique dirait que le pain lève lorsque la levure réagit chimiquement avec l'eau et gonfle la pâte, absorbe la farine et le gonfle avec l'oxygène, absorbe du dioxyde de carbone et de l'eau pour produire de l'amidon, absorbe du sucre et de l'oxygène et gonfle la pâte avec du dioxyde de carbone, ou réagit chimiquement avec la farine et gonfle la pâte avec de l'oxygène. Donc, scientifiquement, c'est bon? Et combien de pourcentage d'élèves, combien de vos élèves peuvent réussir ça? Environ un quart. Donc, un élève sur quatre. Mais qu'est-ce qui est le piège? Effectivement, hein, réagit chimiquement avec l'eau et gonfle la pâte, un peu comme de la levure chimique. Là. OK, dernière question. On pense que les ours bruns sont les ancêtres les plus proches des ours polaires qui ont un pelage blanc. Quelle est l'explication la plus scientifique de la descendance des ours polaires à partir des ours bruns? Les ours bruns vivant dans la neige ont développé un pelage blanc pour s'y camoufler. Les conditions neigeuses ont causé des adaptations directes chez les ours. La proportion d'ours à pelage blanc a augmenté dans les populations vivant dans les zones enneigées. La proportion d'ours bruns en zone enneigée a augmenté avec le temps, où les ours bruns ont eu besoin de se fondre dans leur environnement, donc leur pelage s'est éclairci. Scientifiquement, la plus scientifique, hein, voilà, c'est... Voilà, j'ai entendu C, la proportion d'ours à pelage blanc a augmenté dans les populations. Dans les populations vivant en zone enneigée. Mais quelle est l'erreur des élèves ici? Qu'est-ce qui pourrait être le piège? Voilà, hein, c'est un peu comme la girafe qui a le cou allonge. Les ours bruns vivant dans la neige ont développé un pelage blanc pour s'y camoufler. Mais aussi, les conditions neigeuses ont causé ces adaptations-là. Donc, il n'y a pas cette idée, bien sûr, de sélection et de succès reproductif qui est inclus dans ce. OK. Mais pourquoi je vous fais passer un test de bio ce matin? Hein? Peut-être parce que j'ai l'impression qu'à l'enseignement supérieur, on est moins convaincu que les conceptions et l'apprentissage conceptuel est important. Vous êtes beaucoup dans des démonstrations mathématiques. Je me trompe ou non? On est beaucoup dans des problèmes très complexes, mais au final, on oublie peut-être que apprendre les sciences, c'est notamment apprendre à éviter les pièges que nous tend notre propre cerveau, dont des exemples que je viens de vous montrer. Et on a des gens qui ont réussi, comme vous, à surmonter ces pièges-là, donc on est intéressé à voir ce qui se passe dans leur cerveau. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est capable, comme vous, de répondre scientifiquement et de ne pas tomber dans le piège? Et vous dites, moi, le piège ne m'a même pas impacté, ne m'a même pas affecté. Mais vous vous trompez sûrement. Okay? Allons voir. Donc, je fais un tout petit retour sur ce qui est à apprendre au niveau cérébral pour qu'on puisse comprendre le cerveau des experts. Au niveau cérébral, donc, on change nos connexions neuronales. Il y a environ 6 mécanismes qui permettent d'expliquer que nos connexions changent, mais le plus intelligible, c'est celui du principe de Hebb. Hein. Dès que, quand on voit la lettre A et qu'on fait le son A, nos neurones se connectent. Les neurones du son et les neurones de la lettre se connectent. Donc, au niveau cérébral, on a tous ces 85 milliards de neurones-là qui font environ 10 000 connexions chacun.
Ça fait donc des réseaux absolument fantastiques et très efficaces. Dès qu'il y a un influx nerveux qui passe d'un neurone à l'autre, il y a donc échange de neurotransmetteurs dans les synapses et on renforce physiquement la connexion. Et ça se passe donc, ici c'est presque romantique, je vous invite à... C'est beau, hein? C'est très beau. Donc, ça ici, ce sont des neurones de grenouille à qui on a Voilà, c'est beau, non? Il faut le remonter. Il faut aussi contempler parfois. Voilà. On se dit, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Il arrive toujours. C'est ça qui est beau avec cette vidéo-là. Donc, c'est des neurones du cortex visuel de grenouille à qui on a montré des nouvelles couleurs. Okay? Et en 5 jours environ. C'est 5 jours que ça a pris pour réaliser ces connexions-là. Mais c'est intéressant, je pense, pour les élèves de se rappeler en début de semestre, par exemple, que ce qu'on fait en classe, c'est physiquement. Hein? Il y a des traces physiques de ça. Ce n'est pas un apprentissage que psychologique, ce n'est pas un apprentissage que social, c'est un apprentissage vraiment physique qui se passe dans notre cerveau. Et ça se passe donc où, surtout, cet apprentissage-là, les apprentissages scolaires, dans la matière blanche ou dans la matière grise? Dans la matière grise, hein? C'est là que les connexions vont se former. Et donc, plus on apprend, plus la densité de matière grise augmente. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important? C'est parce que si le nombre de connexions augmente, la matière grise augmente. Et qu'est-ce que ça nous permet, nous, comme scientifiques? On a besoin d'observables, on est capable de le voir, hein, cette différence-là en millimètres ou en densité de matière grise grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, grâce à ces connexions-là qui se font, on est capable de mesurer là où ça change dans le cerveau et de passer notamment des étudiants en physique dans l'aimant. Okay. Donc, les recherches sont surtout menées par l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. La première recherche, celle qui a été pionnière et qui a permis de mener tout le reste des études, c'est une étude en jonglerie. Aujourd'hui, elle nous paraît presque triviale, mais à l'époque, elle nous a hautement informés, hautement aidés avec la suite des choses. Hein. On a regardé ce qui changeait dans le cerveau des gens après avoir appris la jonglerie et qu'est-ce qu'on remarque? Mais dans la région temporale, là, associée au mouvement complexe, on voit qu'avant d'apprendre la jonglerie, on était au niveau 0. Après 3 mois, on va voir un deuxième niveau et 3 mois après la fin de l'entraînement, on avait changé encore la matière grise. Donc, il y avait plus de matière grise. On avait appris à jongler. Qu'est-ce qui est arrivé 3 mois après qu'on ait arrêté de jongler? Donc, après les vacances estivales, quand vos élèves reviennent, qu'est-ce qui est arrivé à leur matière grise? Elle a un peu baissé. Elle a un peu baissé? Elle ne s'est pas maintenue? Non? Elle a un peu baissé. Est-ce qu'elle a rebaissé jusqu'au niveau 0 avant le semestre? Donc, effectivement, elle a probablement rebaissé beaucoup. OK? Et ça aussi, vous pourriez le montrer aux élèves, de dire, on est là, mais on n'est pas retombé à 0. Allez, on remonte. OK? Et de voir que physiquement, il s'est passé des changements pendant les vacances. On perd du QI, mais on perd aussi de la matière grise pendant les vacances. C'est nécessaire, mais c'est douloureux. Okay? Il faut reprendre l'exercice. Donc, le cerveau change constamment. Avant l'entraînement, après l'apprentissage, ou appelons ça apprentissage ou entraînement, ou 3 mois après l'arrêt. Donc, si vous avez une chose à retenir des recherches sur le cerveau, hein, c'est « use it or lose it ». C'est le message, je pense, qui est le plus clair pour vos élèves. Mais ça veut dire quoi pour l'apprentissage des sciences spécifiquement? Ça veut dire que « use it or lose it ». Ça veut dire que les erreurs persistantes que les élèves font, le fait qu'ils pensent que les arbres tirent leur matière des racines et des minéraux du sol. Okay? Donc, ça veut dire que c'est sûrement basé sur un réseau de neurones qui est fortement utilisé. J'en ai perdu la moitié, je recommence. C'est clair, c'est très clair. Je viens de vous dire que plus on utilise un réseau de neurones, plus il se renforce. On apprend à jongler, il se renforce, il se renforce. On apprend que les arbres tirent leur matière sèche du dioxyde de carbone de l'air. Là, il y a les vacances estivales et la conception erronée qui, elle, repose sur une expérience quotidienne, pratiquement de notre monde matériel, du monde qui nous entoure. On l'utilise constamment. Et là, on est en train de désactiver ou de laisser « use it or lose it », on lose. On est en train de perdre le réseau de neurones qu'on a appris à l'école, puis le réseau qui supporte ou qui soutient la conception non scientifique, on continue de l'utiliser. Alors, on est en train de perdre la course à chaque fois. Donc, ces erreurs persistantes-là, vous dites qu'il n'en existe plus, vous vous dites sûrement,
Et moi, j'avais la même impression. Non, mes élèves, moi, non, ils ne sont pas touchés par ça. C'est comme nous, on n'a pas la super grippe ici, là, on ne veut pas toucher à ça. Mais quand on les questionne, et je serais curieuse de vous voir questionner vos étudiants ou vos élèves, les 5 questions qu'on vient de faire en biologie, quand on les questionne, on se rend compte qu'on révèle des conceptions qui n'apparaissent pas nécessairement dans nos examens. Donc, 25% des étudiants de première année du baccalauréat en physique soutiennent qu'une balle plus lourde tombe plus rapidement au sol, évidemment en l'absence de résistance de l'air. Et là, Martin n'intervient pas. Je sais qu'il y a tout un débat sur cette question-là. On pourrait y revenir à la période de questions. Vous voyez comment je les contrôle bien, hein? On se connaît tellement bien qu'on sait exactement ce qui va se passer. 10% des étudiants de deuxième année en ingénierie pensent qu'un seul fil est suffisant. Ils ont vraiment vu cette image-là. C'est pas grave. C'est fantastique. C'est comme ça que non, mais je disais, c'est grave simplement parce que sur la première question, il y a un problème d'expérience sur Terre. Oui. Donc, je trouve pas, moi, je trouve pas que ça soit un super test parce que si je me fie à mon expérience, bah voilà. Mais la deuxième, oui, si je me fie à mon expérience, là, il y a un gros souci quand même. C'est pour ça que je trouve que là, c'est plus parlant, quoi. Et 50% des étudiants de première année universitaire affirment que le cœur nettoie le sang. On leur demande les fonctions du cœur. Donc, ça existe et ça persiste. Ça veut dire que ce n'est pas qu'un problème du primaire, c'est pas un problème du cours secondaire, ça persiste. Et nous, ce qui nous a intéressés, notamment dans l'équipe, dans le laboratoire de recherche en neuroéducation, c'est comment on peut le voir chez l'expert dans son cerveau. Parce qu'on va s'intéresser à ceux qui ont surmonté ces pièges-là. On va aller voir donc ce qui se passe, pas au niveau neuronal, mais au niveau quand même cérébral. On peut l'expliquer un peu comme ça, hein, l'analogie du cerveau, de dire que de penser qu'une balle plus lourde tombe plus vite, ça repose sur un sentier ou un chemin neuronal très renforcé, comme un chemin dans une forêt. Puis nous, en tant qu'enseignants de sciences, on est en train de demander à l'élève, passe par là. C'est beaucoup moins tentant. Surtout que vous avez de la boue, vous, ici, c'est vraiment... sympa. La prochaine fois, j'apporte des bottillons noirs, là. J'ai bien appris, je vous regarde, là, puis il n'y a personne qui porte des... Non, c'est pas vrai, il y en a qui se risquent, mais j'oublie toujours. Donc, ces erreurs persistantes-là peuvent être causées par des automatismes ou des réseaux de neurones très établis dans le cerveau. Et donc, allons voir comment le cerveau arrive à les surmonter. Donc, la première recherche à avoir fait ce lien-là, c'est une recherche qui a été menée en Corée par Kwon, et ils n'avaient même pas encore accès à l'imagerie cérébrale. C'est lui qui nous a, en fait, pisté à savoir qu'il fallait aller voir le cerveau. Pourquoi? Parce que même sans mesurer l'activité cérébrale, on est capable d'aller mesurer des capacités cognitives, et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi à démontrer que l'inhibition, la capacité du cerveau à bloquer ces chemins-là, c'est le meilleur prédicteur de la capacité à apprendre des concepts scientifiques. Donc, il a pris un groupe d'adolescents, il leur a enseigné la pression de l'air, pendant 14, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais ça ressemble à quelque chose comme 14 leçons. Donc, 14 leçons sur la pression de l'air. Il a mesuré les capacités cognitives des adolescents avant et après. Jusqu'ici, vous me suivez? Et voici ce qu'il a démontré. Il a démontré qu'à l'adolescence, en fait, les capacités cognitives qu'on associe surtout au préfrontal, donc les capacités de fonction exécutive, augmentent. Et donc, vous, quand vous recevez vos élèves, vous avez comme des élèves au pic, au summum de leur capacité intellectuelle. Vous avez comme une chance inouïe, mais une grosse responsabilité. Pas de pression. Mais vous les avez vraiment, et je pense que c'est important que les élèves le sachent aussi. Ils sont vraiment au moment où leur capacité intellectuelle, au moins en performance, sont les plus élevées. Il y a un résultat accessoire de la recherche qui fait quand même du bien. Est-ce que vous connaissez des gens qui enseignent à des élèves de 14 ans? Je ne sais pas si vous remarquez, il y a comme un déclin. Un déclin. Chez nous, je ne connais pas ici, mais chez nous, on appelle ça le secondaire 2. C'est l'année la moins sollicitée par les enseignants. À 14 ans, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vraiment cérébralement, ça existe. Il y a un déclin parce qu'il y a d'autres capacités qui se mettent en place. Il y a notamment un pic hormonal et tout, on pourra en parler. Mais bref, si jamais vous avez des gens qui enseignent
appelez-les ce soir pour voir comment ils vont. Okay? Ceux qui enseignent aux enfants de 14 ans, c'est vraiment pas évident. Et il a aussi mesuré la capacité de raisonnement scientifique, donc sans surprise, ça augmente moins vite jusqu'à 14 ans, mais après, ça prend son envol. Donc, et la capacité qu'on appelle le gain conceptuel, donc la capacité d'apprendre de ces fameuses 14 leçons sur la pression de l'air. Et sans surprise, bien, cette capacité-là à apprendre, donc à faire un gain conceptuel, augmente. Donc, vous avez des élèves extrêmement performants au niveau cérébral, optimisés pour apprendre les sciences. Les enseignants du secondaire rêvent d'avoir ça. Okay? Mais ce qui est le résultat le plus intéressant, c'est qu'il a regardé qu'est-ce qui est le meilleur prédicteur de deux choses. Du raisonnement scientifique. On pensait que c'était le QI à l'époque, mais ce qu'il a découvert, c'est que c'est l'inhibability, donc l'habileté d'inhibition. C'est que le QI, ce n'est pas le meilleur prédicteur à apprendre les sciences. Hein. Ce qui explique le plus de variance, c'est l'inhibition. Hein. La capacité du cerveau à contrôler, à supprimer, à choisir quel réseau de neurones activer. Et pour ce qui est des gains conceptuels, donc la capacité de capable d'apprendre de ces 14 leçons sur la pression de l'air, c'est à nouveau l'inhibition. Ce n'est même pas le raisonnement scientifique. Ce n'est pas l'âge. On aurait pensé que c'est à 16 ans qu'on apprend mieux. C'est la capacité d'inhibition qui a été le meilleur prédicteur. Comment est-ce qu'ils pouvaient mesurer, comment ils ont mesuré l'inhibition? Par un test de Stroop. Donc, il existe des tests psychométriques pour mesurer la capacité d'inhibition. On obtient un score par rapport à notre exactitude puis notre temps de réponse qu'on jumelle dans un seul et même exercice. Donc, l'inhibition, ça se mesure au niveau cérébral, mais ça se mesure aussi au niveau en psychométrique. Donc, l'inhibition, c'est quoi? Hein? C'est cette idée que les neurones, oui, elles peuvent transmettre un influx nerveux, mais elles peuvent aussi bloquer, ils peuvent bloquer aussi un influx nerveux. Et au niveau cérébral, ça se reflète comment? Bien, ça se reflète avec un réseau, une espèce de, j'aime ça l'appeler le hub, c'est-à-dire c'est comme un peu les 3 aéroports les plus importants pour l'inhibition. C'est comme ça que j'aime le voir, parce que ce n'est pas que ces régions-là. C'est une région à l'intérieur du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui fait de la détection de conflits. Est-ce que ça vaut la peine de m'engager dans une vigilance, oui ou non? Et si oui, on passe à l'étape 2, qui est le cortex préfrontal, ventro- et dorsolatéral, qui, lui, notamment dans le ventrolatéral, possède d'extrêmement longs neurones. Ils sont disproportionnés, ces neurones-là, parce qu'ils contrôlent l'activité dans différentes régions du cerveau. Donc, Kwon nous a pisté. Il a dit, il semble que ce mécanisme-là, que moi j'ai mesuré de façon psychométrique, soit fondamental dans l'expertise scientifique, dans le développement donc de l'apprentissage des sciences. Il fallait aller voir au niveau du cerveau. Cette inhibition-là vous permet d'enlever votre automatisme ou de bloquer votre automatisme, la poule a pondu un. Ça vous prend du temps, là. A pondu un dictionnaire, par exemple. Okay? On a tous pensé à la même chose, presque. Ou encore, après la pluie vient la boue, par exemple. Okay? Beaucoup de boue ici. Combien de fois est écrit le mot 2? Okay? Donc, ce sont des exemples classiques de tâches d'inhibition. Et là, vous vous dites, mais oui, mais mes élèves, moi, non, ils sont meilleurs que les autres. Okay? Mais des fois, ça nous prend des rappels dans la culture populaire que, finalement, ces conceptions-là survivent. Hein? C'est le fameux exemple du quart de livre de IW. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de restauration rapide. Vous ne manquez rien. OK? Mais ça s'appelle IW. Ils font des hamburgers. Hein? On vient de l'Amérique du Nord, après tout. Et il y a une chaîne qui a décidé de les compétitionner, qui a dit, nous, on va faire un tiers de livre. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la conception que 4, l'intuition, l'automatisme, que 4 est plus grand que 3, ils ont dit, non, nous, on reste avec le quart de livre. Et le tiers de livre n'a jamais été populaire. Ils ont donc fait des focus group pour découvrir cette conception, cet automatisme-là, ce réseau de neurones-là très, très renforcé. Et il y a une superbe vidéo, si vous allez sur la chaîne YouTube de IW, il résume la situation en environ 1 minute. C'est loufoque, mais ça nous rappelle ce qu'il faut être humble un peu. Okay? Puis nos élèves, ils vont peut-être tomber dans le piège du quart de livre versus du tiers de livre. En fait, peut-être que pour la ligne, c'est mieux finalement. C'est peut-être un automatisme qu'on devrait garder. Hein? Puis pour la planète aussi, c'est peut-être mieux qu'on mange des quarts de livre. OK. Donc, on est parti au laboratoire avec, donc, je le rappelle, Steve Masson qui a mené toute cette avenue de recherche-là, qui est l'hypothèse des réseaux de neurones consolidés. Si les experts, comme les novices, en fait, comme les enfants, gardent ces conceptions-là qu'on voit
en deuxième année de génie, qu'on voit jusqu'à l'université. Est-ce qu'il n'y a pas dans le cerveau une trace de comment on les surmonte, ces réseaux de neurones consolidés-là? Donc, la première recherche qui a été menée, c'est en électricité par Steve lui-même, et ce qu'il a montré avec des participants avec des bas blancs qu'on aurait dû nettoyer, voilà, avec une comparaison d'experts et de novices. Il s'est dit, je vais comparer des étudiants en physique à des étudiants au primaire, sciences politiques, sciences humaines, au primaire. Et on leur a montré des circuits dont celui-là. Est-ce que c'est scientifiquement valide? Les experts ont dit oui, les novices ont dit... Les experts, pardon, ont dit non. Vous voyez comment c'est très, très, très puissant, ces concepts. J'ai des automatismes moi-même. Ah, les experts ont dit non, mais les novices ont dit c'est correct, c'est scientifiquement valide. Et on a observé dans leur cerveau ces fameuses régions, les trois en fait. Une activation plus grande chez les experts de ces trois régions du cerveau, donc singulaire antérieure et préfrontale dorsolatéral et ventrolatéral. Mais là, c'est une conception. Donc, on se fait rincer un peu. On ne peut pas aller donner des recommandations pédagogiques là-dessus. Donc, l'étudiante de Steve, Laurie-Marlène Beaufoisy, qui est maintenant professeure, elle s'est dit, peut-être qu'on va aussi l'observer en mécanique. Alors, elle s'est lancée avec le fameux film de la balle plus grosse ou de la balle plus lourde qui tombe plus vite. Martin, est-ce que tu veux intervenir à ce stade-ci? Merci. À la fin? Ce serait important. Non, mais je pense qu'on pourrait... il y a de la place pour le faire. C'est pas parfait comme expérimentation. Mais les experts ont quand même répondu que le film était incorrect et les novices ont quand même répondu que le film était correct. Et qu'est-ce qu'on observe dans le cerveau? Les deux régions, on n'observait pas le singulaire antérieur, mais on observait davantage d'activité dans les deux régions clés de l'inhibition, donc préfrontale, dorsolatéral et ventrolatéral. Mêmes experts, mêmes novices. C'est toujours des étudiants en physique versus des étudiants en sciences humaines, sciences politiques. Maintenant, c'est un peu critiquable parce que là, c'est juste deux conceptions. On est toujours en physique. Est-ce que ça se passe aussi en chimie? Donc, Guillaume, autre étudiant, s'est dit, moi, je vais aller chercher des enseignants en chimie. Je suis convaincue qu'à ce stade-là, il n'y a plus d'inhibition. Quand on enseigne la chimie, on est non seulement expert de la chimie, mais on est aussi expert des conceptions parce qu'on interagit avec des élèves. Et donc, on est allé voir si chez des enseignants du collégial, ça équivaut à 17 à 19 ans chez vous. Donc, pas collégial au sens français. Et il les a donc soumis à davantage, cette fois-ci, de conception. Un atome d'or est doré. Vrai ou faux? Le diamant peut brûler. Vrai ou faux? L'eau bout toujours à 100 degrés Celsius. Okay? Et on les a questionnés sur sur 64 concepts comme ça en chimie. Il y avait des concepts qui étaient, qu'on appelle intuitifs, où il n'y avait pas d'automatisme à surmonter, c'était simplement un apprentissage. Et d'autres concepts comme un atome d'or et doré qui sont d'autres énoncés qui étaient qu'on appelle contre-intuitifs, qui demandent de surmonter un automatisme. Est-ce qu'un diamant, ça peut brûler? Dommage. Ça peut brûler? Oui, c'est que du cas. Oui, ça peut brûler. Et en comparant les deux types d'énoncés, on s'est rendu compte que les experts en chimie, les enseignants de chimie, ils activaient, encore une fois, ces mêmes régions du cerveau. Pas rien d'autre, seulement ces régions-là. Maintenant, on était découragés. Parce que là, on s'est dit, s'il faut de l'inhibition jusqu'à un stade d'enseignant en chimie, est-ce qu'il y a un moment où ça arrête? Parce que c'est coûteux, l'inhibition, ça demande une vigilance, c'est ça demande beaucoup d'efforts. On s'est dit, est-ce qu'il y a aussi un rôle de l'inhibition chez les personnes qui ont un doctorat en physique? Principalement, c'était presque tous des professeurs. Il y avait deux postdocs dans l'échantillon. Donc, on est allé chercher de peine et de misère 25 doctorats en physique. Ça a pris beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup d'appels pour convaincre, parce que c'est une très petite population. Et ils n'aiment pas beaucoup sortir de leur laboratoire. J'ai compris à quel point c'est compétitif, ce milieu. C'est moi qui les ai appelés. Et pensez-vous que même les physiciens qui ont un doctorat en physique et qui, pour la plupart, enseignent, donc sont professeurs, font de la recherche, est-ce qu'ils ont encore besoin d'inhibition? Oui. Qui dit oui? Qui dit peut-être? Qui dit je ne le sais pas? Merci. Qui dit non? Qui
C'est impossible que rendu à ce stade-ci, on a encore besoin de l'inhibition. On leur a posé des questions du type des glaçons contiennent de la chaleur. Bon, des glaçons, chez nous, c'est des cubes de glace d'eau, là, OK? L'humain descend du singe. Les substances biodégradables ne sont pas polluantes. On leur a posé comme ça 64 énoncés qui, à nouveau, étaient pairés avec des énoncés intuitifs où il n'y avait pas d'automatisme à surmonter. Non, ce n'était pas en chimie, c'était en physique et ouais, exactement. Et en biologie. Et on a remarqué, et là, cette fois-ci, on avait appris à faire des plus belles images, donc je vous montre les vrais résultats de recherche sur la carte statistique. Et même chez les experts, et c'est presque comme si les experts avaient vraiment lu la recherche puis avaient activé exactement ce qu'il fallait. On a eu les plus belles tâches d'activation de toutes les recherches. Hein? Cortex singulaire antérieur bilatéral, donc la détection de conflits très activée. Ils étaient en grand état de vigilance. On peut penser aussi qu'il y avait comme une pression sociale. Hein? Quand on a un doctorat en physique et on nous demande de faire une tâche de secondaire à peu près, là, ou d'adolescent, on veut performer. Et le ventrolatéral et le dorsolatéral. Oui. Est-ce que l'étude, elle permet une résolution temporelle, c'est-à-dire sur la... Non. Non. La réponse est... c'est une très, très bonne question. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ne nous permet pas temporellement de voir l'inhibition. Pourquoi? Parce que pour avoir une image, le temps de scanner tout le cerveau, ça nous prend à peu près 2 secondes. Et ça s'est déjà passé l'inhibition pendant ce temps-là. Si on veut une résolution temporelle, il faut aller en électroencéphalographie. Donc, on a une résolution spatiale très, très bonne. On sait exactement où ça s'est passé, mais on n'a pas la résolution temporelle. Il semble donc, si on conjugue tous ces résultats de recherche-là, qui existent chez les experts que ce soit des étudiants en physique ou des détenteurs de doctorat, un système qui permet, ou un mécanisme d'inhibition qui permet de donner moins de poids au système 1, qui est nos automatismes, pour activer un deuxième système, le système plus scientifique, moins automatique. Rappelez-vous la forêt, donc les sentiers moins achalandés ou moins renforcés. Oui. Et on est même allé vérifier chez des étudiants, parce que là, on pourrait se dire, oui, mais les étudiants en physique, est-ce qu'ils ont vraiment le même cerveau que les étudiants en sciences politiques? Ils ont comme toute une formation différente. Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'ils inhibent ou c'est juste parce que les étudiants en physique ils ont un réseau d'inhibition plus développé, par exemple, par les choix qu'ils ont faits, par leur formation générale? Est-ce que c'est vraiment la réponse à la question ou c'est juste qu'ils ont un réseau plus développé? Mais du coup, il y a une question qui me vient là, qui est liée à l'actualité, c'est quand dans un environnement informationnel où il y a toutes ces fake news, en fait, on lève toutes les stimulations qui produisent de l'inhibition, en fait. Dans le cas oui, c'est très intéressant. Je mène justement un projet avec les élèves du primaire et les fake news en sciences. Puis effectivement, on peut faire un lien très clair entre, je ne sais pas si vous voulez expliquer davantage ce que vous voulez dire parce qu'on lève toutes les conditions nécessaires à l'inhibition. Parce que ce qui permet l'inhibition, c'est quand on est confronté à une situation qui va permettre justement il faut qu'il y ait une situation qui est une situation véridique pour que cette situation permette justement de se dire si j'ai pas cette situation, je dois inhiber. Mais dès lors que les situations qui sont les situations véridiques sont plus identifiées, qu'elles sont noyées dans la masse, le processus d'inhibition, en fait, il va être complètement sous-utilisé par le cerveau. Oui, je sais pas, non, c'est un lien intéressant. C'est très intuitif, je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça m'inquiète. Il y a Stanislas Dehaene, qui est chercheur ici, là, vous connaissez peut-être Neurospin, mais qui lui a fait une expérience très simple par rapport aux fake news et à l'inhibition. Il a dit, à chaque fois qu'un élève, ils ont mis des élèves devant un fil de nouvelles en sciences et dans d'autres domaines qui étaient à la fois vrais et fausses. Et quand un élève voulait partager une nouvelle, il y avait une fenêtre qui demandait d'attendre 3 secondes. Okay? Parce que l'inhibition, on n'a pas exactement le timing, mais ça prend quelques secondes à se mettre en place. Et quand il a réussi, et quand les élèves avaient cette intervention qui est tout à fait simple, de laisser 3 secondes, ils partageaient beaucoup moins de fausses nouvelles et ils avaient en fait leur esprit critique qui s'activait. Esprit critique qui est fortement en lien avec cette capacité d'inhibition. Hein, parce que, effectivement, les fausses nouvelles, d'un, par la vitesse à laquelle elles défilent, mais aussi par ce qu'elles viennent chercher comme mécanisme, sensationnalisme et tout, elles vont activer notre système 1, hein, nos automatismes. Elles vont activer donc des
des conceptions très, très ancrées dans notre cerveau, notamment en faisant appel à la peur, en faisant appel aussi à des évidences, mais qui n'en sont pas finalement. Donc, il y a tout à fait un lien à faire avec les fausses nouvelles. Puis si ça vous intéresse, il y a Grégoire Borse là, qui travaille là-dessus, qui est chercheur au LabCité, donc à Paris Cité, ça s'appelle maintenant. Ouais. Voilà, et qui vient de publier justement dans Nature là-dessus, exactement sur le lien entre l'inhibition et le partage des fausses nouvelles. Je vous invite fortement à lire son papier, c'est sorti en décembre. Donc, un lien et cette idée-là d'automatisme et de système 1, il ne s'applique pas juste aux sciences, effectivement, il s'applique aussi à la littératie médiatique, mais à d'autres domaines. Donc, on a voulu aller voir si, est-ce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est les étudiants en physique activent plus l'inhibition parce qu'ils ont juste une fonction exécutive plus développée. Donc, on est allé voir des élèves du même âge qui venaient de terminer les mêmes cours, okay, donc à 16-17 ans. On leur a passé la même tâche qu'aux physiciens, parce que cette tâche-là avait été préparée pour des étudiants du secondaire. Et les élèves performants versus les élèves moins performants, bien, ils activaient davantage le cortex préfrontal ventrolatéral et de façon très, très importante. Donc, il semble que cette capacité d'inhibition-là, elle soit nécessaire à tous les stades, mais soit aussi nécessaire qu'on soit étudiant en physique ou étudiant en sciences humaines. Et ce qui était, je pense, encore plus intéressant, à partir de cette recherche-là, on a commencé à être capable de regarder des données un peu plus fines ou granulaires. Les élèves performants, quand les énoncés sont intuitifs, leur cortex, leur zone associée à l'inhibition, en fait, ils ne changent pas. Mais quand on arrive pour comparer les deux groupes d'élèves, donc les performants et les moins performants, on se rend compte que les moins performants, ils n'ont non seulement pas activé l'inhibition, mais l'ont désactivé. C'est comme si c'était désengagé en quelque sorte quand les énoncés étaient contre-intuitifs, alors que les élèves performants, ils ont augmenté leur vigilance, ils ont augmenté donc leur capacité d'inhibition. Maintenant, là où je voulais en arriver, et je suis contente qu'il nous reste un peu de temps, parce que là, ça suffit. C'est comme quand on nous parle de changement climatique, puis là, on se dit, oui, mais on fait quoi? Ça vient, c'est très beau tout ça, le lien avec l'inhibition, il semble être très clair, mais qu'est-ce qu'on fait en classe? Et c'est un peu comme les premiers balbutiements des recherches sur les interventions, mais il en existe des résultats et je tenais à vous les présenter aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il mène à penser que vos élèves, quand on leur demande qu'est-ce que la gravité, ils ont différentes idées. Pas toujours juste une idée scientifique, une idée non scientifique. Il peut exister cette idée-là que c'est l'apesanteur, il peut exister cette expérience-là personnelle qu'une grosse roche, ça fait vraiment plus mal quand ça tombe. Il peut exister cette idée de cinématique, d'accélération gravitationnelle. Il peut exister cette idée de déformation de l'espace-temps dans leur tête. Et selon le contexte dans lequel on leur demande, bien, ils vont devoir choisir. Moi, bien sûr, j'ai choisi celle en cinématique parce que j'enseignais au secondaire, donc c'est ça que les élèves choisissaient. Mais ils vont devoir donc bloquer à l'aide de l'inhibition d'autres conceptions pour pouvoir répondre correctement à la question et, on l'espère, vivre une réussite. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Êtes-vous capable d'imaginer une question que vous posez à l'élève où il est en conflit entre différentes conceptions? La question de l'arbre et de la masse sèche de l'arbre, ça vient d'où? Et même, parfois, on cherche à les mettre dans cette situation-là. Oui, dans l'apprentissage, on cherche à les... Justement. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est tout un apprentissage en soi d'apprendre à jongler avec toutes ces conceptions qui sont parfois en compétition. Donc, première étape, c'est quoi? Dans les interventions, c'est de documenter. Ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure, ça vient d'un projet qui s'appelle, le questionnaire qu'on a fait tout à l'heure, c'est un projet qui s'appelle MOSAR, donc Misconception Oriented Standard-Based Assessment Resources for Teachers. Il existe donc des inventaires de conception que vous pourriez passer à vos élèves, parce qu'avant tout, l'expérience de Fabienne l'a montré, il faut avoir un portrait initial. Si on s'attarde à enseigner une conception parce qu'on a l'impression que nos élèves la partagent, mais qu'au final, ils ne la partagent pas, je pense qu'on n'est pas en train d'optimiser. Les avantages de ces inventaires de conception-là, c'est d'avoir une mesure au temps zéro, ce qui est peu répandu en éducation. L'idée de tester nos élèves en début de semestre, à moins que ce soit le cas ici. Ça arrive, c'est plus rare. Ça permet aussi de planifier son enseignement. On a un portrait de quelles sont les conceptions les plus partagées dans notre classe ou dans notre groupe.
pour orienter certaines activités pédagogiques, mais aussi ça permet aussi de permettre aux élèves de suivre par une mesure tangible les apprentissages. Et c'est une évaluation qu'on n'a pas besoin de concevoir et qui est donc à l'extérieur de ce qu'on fait comme évaluation généralement. Mais mathématiquement, ce que ça permet, ce qui est intéressant avec le test Mozart, c'est que ça mesure tout, comme c'est un test qui a été validé psychométriquement, ça permet de mesurer l'éventail de toutes les possibilités de compréhension de vos élèves. Alors que quand vous faites un examen ou un non-examen, comme Diane le proposerait, parfois, c'est une blague, hein? Parfois, on fait un examen trop facile, parce que ça vous arrive, votre examen, vous manquez la cible. Il est trop facile ou il est trop difficile, puis on se rend compte qu'on n'a pas l'éventail. En fait, il y a des élèves pour lesquels on n'a pas la compréhension parce que soit c'était tellement difficile qu'ils ont complètement raté, on ne sait pas ce qu'ils savaient, ou encore c'était trop facile, puis dans ce cas-là, on n'a pas le portrait des plus forts. Donc, c'est l'avantage de ces questionnaires-là. Ça nous permet aussi de voir la progression. En allant au temps 0 et au temps 2, on peut voir que nos élèves, par exemple, ont davantage la réponse correcte ou ont davantage la conception erronée. Et si jamais vous êtes intéressé à valider la version française de ces questionnaires que je suis en train de traduire, je vous invite à m'écrire. Ça peut se faire à distance assez facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on intervient? Une fois qu'on a documenté, qu'on a vu qu'il y a effectivement des conceptions dans notre classe, on a questionné nos élèves et on aimerait donc choisir une approche pour intervenir. Comment on fait pour ralentir? Dans le scénario en haut, ce que vous voyez, c'est l'heuristique en mauve, la réponse facile, la réponse rapide qui arrive à la ligne d'arrivée, qui devrait arriver en premier à la ligne d'arrivée, mais grâce à Capitaine Inhibition, qui l'a stoppé, l'algorithme ou la réponse qui est plus scientifique, qui est plus lente à produire. C'est un peu comme stopper le partage d'une fausse nouvelle. C'est exactement le même principe. C'est de dire, j'ai envie de la partager, ça me semble sensationnel. En ce moment, là, moi, les élèves que je côtoie, ils pensent qu'il y avait des systèmes de chauffage dans les pyramides. Je ne sais pas si vous voyez ça ici, mais il y a vraiment tout un courant de YouTubers qui donnent des explications absolument parascientifiques, je ne sais même pas comment les appeler, sur les pyramides. Et là, c'est très, très gros chez les élèves. Là, ils pensent qu'il y avait des systèmes de chauffage. Et donc, comment faire pour bloquer cette tendance-là à croire la fausse nouvelle? Ça prend nécessairement un mécanisme de contrôle. Comment on le favorise, ce mécanisme de contrôle-là? Est-ce qu'il est inné? Est-ce qu'il y a une façon d'intervenir? Oui, c'est parfait. La première façon d'intervenir, la façon la plus brutale qui a été imaginée par les chercheurs, puis là, je vous invite vraiment à me cuisiner, si vous voulez, OK? Vous avez peut-être des meilleures idées d'intervention. C'est, attention, il y a un piège. Donc, on pose la question, on revient avec notre séquoia géant, à qui on enlève l'eau, puis on demande de quoi est fait la masse sèche. On leur dit, attention, dans cette question-là, il y a un piège. Mais cette alerte-là générale ne produit aucun effet. L'alerte ou pas d'alerte, on a comparé donc des groupes contrôle à des groupes témoins, à des groupes expérimentaux, aucun effet. Par contre, si dans l'alerte, il y a quelque chose de spécifique, attention, on a tendance à penser que les arbres croissent grâce à leurs racines. J'espère qu'en français, je l'ai bien dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. La croissance des arbres est due à ce qui est absorbé par les racines. Okay? Je n'ai pas une bonne idée d'alerte dans ce cas-ci, mais vous voyez le type d'alerte. Si c'est spécifique à la tâche, là, on peut voir un certain effet, mais pas très satisfaisant, pas au point de vouloir en faire une recommandation pédagogique. Donc, les chercheurs ont essayé, ça c'est une recherche d'Olivier Houdet qui est à Paris Cité. Il a testé quelque chose qu'il appelle un attrape-piège. Et ça se fait très bien avec le questionnaire de conception que je viens de vous présenter. Mettez, et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'attrape-piège, ça c'était avec des élèves, là. Encerclez la bonne réponse, mais justifiez-moi les pièges. Identifiez le piège de la même façon que j'ai fait avec vous, finalement. Trouvez la réponse scientifique, mais en plus, identifiez le piège. Qu'est-ce que ça change chez l'élève comme raisonnement? Si vous le mettez devant les 5 choix de réponse, comme tout à l'heure, je l'ai fait avec vous, mais au lieu de lui dire « trouve la bonne réponse », je lui dis « trouve la bonne réponse et le piège ». Qu'est-ce qui arrive? En comparaison. Exactement, il se passe en comparaison et non pas surtout les QCM, là, on peut avoir tendance à
juste rapidement sauter sur la réponse qui nous apparaît le plus évidente. Tout d'un coup, on le met en état de vigilance. On lui donne aussi l'indice qu'il y a un piège. Et quand on dit qu'il y a un piège, on est mieux capable de le repérer. Si on dit il y a peut-être un piège, c'est plus difficile. Donc, l'attrape-piège fonctionne et je pense qu'on peut l'appliquer en études supérieures, notamment avec les QCM, parce que vous avez souvent des QCM vraiment bien développés. Là, Diane va vous dire abandonnez ça, c'est terrible. Mais en fait, il y a des façons de les utiliser qui sont beaucoup plus riches, hein, dont justifier les mauvaises réponses. J'arrive à la fin. Il y a Patrice Potvin que vous avez peut-être rencontré si vous êtes en physique ou si vous êtes à la chaire depuis un moment, qui avait testé, lui, sur une intervention à propos des conceptions erronées sur la flottabilité. Il avait dit, est-ce que ça aide si on présente d'abord les étudiants avec un choc cognitif, on les confronte à leur conception erronée, versus un enseignement plus traditionnel. Et lui, ce qu'il a réussi à démontrer, c'est qu'en fait, il faut d'abord enseigner le concept scientifique avant le choc cognitif. Si on veut que les élèves réussissent à surmonter la tendance à penser qu'une balle plus lourde, qu'une balle plus grosse, par exemple, coule davantage. Donc, il semble que ce ne soit pas très fertile et on peut penser, si on met un élève devant un choc cognitif, par exemple, je vois une idée de démonstration choc que vous pourriez montrer à vos élèves. Classique. Oui. La plume qui tombe aussi vite que le marteau sur la Lune. OK. Une plume qui tombe aussi vite qu'un marteau sur la Lune. Si on démontre le choc cognitif d'abord, mais que l'élève n'a pas d'autre choix neuronal, n'a pas d'autre conception, il va peut-être être choqué, mais il n'y aura rien d'autre à renforcer. Il ne pourra pas dire « Ah ouais, je pense que je comprends et il faut que j'emprunte le chemin le moins emprunté, celui qu'on a. » Donc, c'est l'idée que Patrice a pu démontrer dans sa recherche. Parce qu'on a souvent tendance comme enseignant à penser « Non, il ne faut pas leur donner la réponse, il faut les mettre en choc d'abord, parce que sinon, ils vont être moins en choc. » Mais en fait, c'est l'inverse. Il y a ici, en Angleterre, où ils ont testé au Royaume-Uni, Stop and Think. Donc, un peu à l'image de Stanislas Dehaene qui a donné 3 secondes avant de partager une réponse. Il leur posait des questions et ils ont demandé aux élèves d'attendre 10 secondes avant de répondre, tout simplement pour laisser le temps au mécanisme d'édition à mettre en place. Ils ont des résultats mitigés qui sont, somme toute, globalement positifs, mais je dirais qu'ils ne méritent pas d'être mis en place de façon généralisée. Possiblement parce que inhiber, c'est beau, mais il faut savoir quoi choisir une fois qu'on a inhibé. Hein? Ce n'est pas suffisant d'inhiber. Et finalement, la recherche la plus prometteuse, c'est la recherche que j'appelle la OOPS. La recherche qui tente de faire revisiter le rôle de l'erreur. Donc, j'ai placé des élèves, en fait des adultes, des étudiants à l'université, devant une tâche où ils se trompent nécessairement. Je pourrais vous montrer la tâche après si ça vous intéresse. Mais une tâche avec un automatisme, c'était des figures géométriques. Et je leur ai posé à chaque fois qu'ils ont commis une erreur, 2 questions très simples. Êtes-vous surpris de votre erreur ou surprise de votre erreur? Je leur demandais de 1 à 5. Pardon, Diane. Okay, on aurait pu les interviewer, c'est vrai. Mais c'est vrai. Êtes-vous confiant de pouvoir réussir le prochain essai? Et on a obtenu des résultats absolument surprenants. Ça faisait 6 ans que j'essayais d'intervenir. Et Fabienne, les interventions en éducation, c'est vraiment difficile d'obtenir des résultats significatifs. J'aurais dû le dire en introduction. C'est vraiment difficile. Tout le monde, à chaque fois, me dit « Ah, des interventions, vous n'aurez pas... » Les experts des novices, on voit des différences. Mais des interventions, c'est vraiment difficile. Ma collègue Laurie Marlène, dont on va parler, elle a essayé d'enseigner la lecture à des enfants de façon très, très contrastée. Pas de différence. Jérémy Blanchette-Sarrazin, qui a publié des méta-analyses, notamment là, sur la neuroplasticité, l'enseignement de la neuroplasticité. Elle a tenté d'enseigner la neuroplasticité pour voir s'il y avait un effet. Aucun effet. Okay? Donc, les interventions, c'est beaucoup plus difficile que les comparaisons de groupe. C'est normal qu'on n'arrive pas nécessairement au premier. Donc, ça m'a pris 6 ans avant de réussir à faire une intervention qui avait un effet. Et on remarque que quand il n'y avait pas d'automatisme, donc les questions qu'on appelle intuitives, les étudiants universitaires répondaient à peu près de la même façon. Donc, on parle du groupe contrôle, du groupe expérimental et du groupe, contrôle, toujours à gauche, et expérimental. Mais quand il y avait un automatisme, juste le fait de poser ces 2 questions-là, j'ai rien fait d'autre, je ne leur ai pas expliqué. Est-ce que vous êtes surpris? Et est-ce que vous êtes confiant de réussir?
on a réussi à obtenir une augmentation significative. Là, c'est toujours pas publié, ça a été collecté dans les derniers mois, donc ça s'en vient. Mais on est très, très optimiste là, à l'idée qu'en utilisant ce qu'on appelle la métacognition, finalement, ceux qui sont intéressés à la métacognition, vous avez peut-être reconnu, on est peut-être capable d'activer l'inhibition par la voie de la métacognition. Parce que c'est toute ça, cette question. La question qui reste, finalement, et je conclue là-dessus, c'est comment on fait pour la mettre en place, ce système inhibiteur-là? On pensait qu'un avertissement, ça allait fonctionner parce que l'inhibition, c'est un mécanisme de vigilance. Donc, on a pensé qu'un arrêt stop, ça allait fonctionner. Accorder plus de temps, c'est pas suffisant. Peut-être que c'est par les interventions inspirées de la métacognition qu'on arrive finalement à se mettre dans cet état de vigilance parce que finalement, quand on parle de métacognition, savoir ce qu'on sait ou réguler notre processus, c'en est de l'inhibition. Parce qu'on s'arrête. On arrête de faire notre automatisme, on arrête de répondre et tout d'un coup, on se demande comment j'ai fait pour répondre, qu'est-ce que je vais répondre la prochaine fois, comment je suis en train de raisonner. Excuse-moi, oui. Je n'ai pas compris en fait ça. D'accord. Donc, le grand résultat, c'est que quand la question comportait un automatisme, donc par exemple, est-ce qu'un quart de livre, c'est plus petit ou plus grand qu'un tiers de livre, le fait d'avoir eu accès aux 2 questions après chaque erreur a permis d'avoir en moyenne 78% dans ce groupe-là. Alors que l'autre groupe faisait simplement des erreurs. Ils avaient la rétroaction. Ici, ils savaient qu'ils avaient fait une erreur, mais on leur donnait simplement « prends le temps que tu veux avant de continuer ». On ne leur donnait pas de questionnement métacognitif. Est-ce que c'est plus clair? Oui. C'est après chaque question? Après chaque erreur, oui. Pas après chaque question, mais après chaque erreur. Ouais. Il y avait un potentiel de 8 maximum. Tu mesures quand même à la fin, tu remesures leur capacité à donner la bonne réponse sur ce concept après l'intervention. Exact. On a fait un post-test. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas, on a l'impression, on aimerait voir comment ils ont fait lors de la première série de questions et ensuite après la deuxième. Donc, mais c'est une très bonne question, alors je vais y répondre pour conclure là-dessus. Ils avaient 8 essais pendant lesquels on ne peut pas comparer parce que certains ont fait 8 erreurs, d'autres ont fait 2 erreurs, donc leur performance. Mais après cette période de pratique, ils se sont fait donner 50 essais où là, on a comparé les données. Donc, après une période de pratique, on avait simplement accès à une rétroaction crochet ou X. Dans le fond, on avait oui ou non, si on avait eu la bonne réponse, versus après chaque erreur. En moyenne, ils ont eu besoin de 2 à 3, ce qu'on appelle métacognitive prompts, là, ou les questionnements métacognitifs. Ils n'en ont pas eu besoin de 8 en général. Mais tout le monde se trompe, c'est ce qui est bien avec cette tâche-là. Tout le monde a de la difficulté à la faire. Et ici, donc, les 50 essais où il n'y avait plus de questionnements métacognitifs, ils ont performé beaucoup mieux. Puis on les a même re-questionnés un peu plus tard et les résultats sont inchangés. L'effet perdurait. Oui. Est-ce que vous avez eu un bénéfice de l'activation, donc de l'inhibition, pour répondre à une question sur une autre question? C'est-à-dire, est-ce que c'est transférable? Est-ce que c'est transférable? Parce que le principe du raisonnement scientifique, c'est qu'ensuite, on va être capable de transposer à de nouvelles situations. Donc, en termes d'enseignement, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est amorcer et puis qu'ensuite, ils puissent, en toute autonomie... C'est une très bonne question aussi. Il faut qu'on termine. Peut-être qu'on... la question. D'accord. Moi, je vais chercher chacun. Non, je vais répondre. Tu peux te jamais si tu veux. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre en marche cette vigilance-là de façon généralisable, selon vous? Je suis quand même intéressée à savoir. Avec ce que je viens de vous présenter, est-ce qu'on peut le faire? Parce que ce serait un souhait fantastique. On active l'inhibition, puis ça est pour 1 heure. Là. C'est le sens critique. Moi, je pense que on développe les neurones du centre de contrôle. Donc, il doit lui aussi, parce on va développer les neurones qui ont une capacité d'inhibition. Donc, normalement, on devrait augmenter progressivement des capacités d'inhibition. Oui, on pense que ça peut se faire, de l'augmenter de façon générale. D'autres avis? Oui, Martin. Moi, je dirais que ce que tu proposes est assez généralisable. L'idée de scénariser le futur, de dire est-ce que la prochaine fois je vais réussir? C'est une méthode très, très générale. Si on l'applique, ça s'applique à tous les domaines. Je trouve que c'est intéressant ce que tu proposes pour ça. On peut prendre le temps à chaque fois de se dire comment je vais faire la prochaine fois pour réussir.
Mais on va devoir, moi, évidemment, on est en train de spéculer, hein, parce qu'on n'a pas exactement cette recherche-là, quoique les effets de transfert sont très faibles. On peut quand même penser qu'on a besoin de l'appliquer, ce questionnement métacognitif-là, à chaque nouvel apprentissage. Peut-être qu'on aura moins besoin de l'appliquer parce que les étudiants vont dire « Ah, il m'a encore arrêté pour que je réfléchisse ». Ils vont peut-être développer un certain réflexe. Mais comme la recherche sur l'avertissement général ne fonctionne pas, ce qui semble se passer, et on n'a pas... Encore une fois, c'est de la spéculation, mais ce qui semble se passer au niveau cérébral, c'est que quand on va parler du concept, par exemple, de photosynthèse et qu'on va se faire poser une question sur la masse sèche de l'arbre, on va connecter notre réseau de neurones sur la photosynthèse au réseau de l'inhibition. Et on doit faire la même chose pour l'ensemble des concepts scientifiques. C'est-à-dire que quand on parle de gravité, on va se dire « Oh, attention, la gravité, il y a un piège là-dedans. » Donc, on va réussir à connecter l'ensemble des concepts qui sont logés dans toutes sortes de régions du cerveau, hein, parce que partout dans la matière grise, il semble que la transférabilité même de l'inhibition, il n'y a pas comme une vigilance qu'on peut... Et c'est très populaire en ce moment de développer l'esprit critique des élèves. Ce que les recherches montrent, c'est que l'esprit critique, ça se développe par les connaissances, en fait. Ça se développe pas. Il n'y a pas un esprit critique qu'on peut... Bien sûr qu'on peut enseigner de la philosophie, on peut enseigner certains réflexes, mais les gens qui sont critiques, ils sont très connaissants. Il n'y a personne qui est critique d'un domaine. Par exemple, être critique des recherches sur le changement climatique, il faut les comprendre. Être critique de la façon dont quelqu'un joue au tennis, il faut comprendre comment le tennis fonctionne. Donc, voilà. Donc, il ne semble pas que ce soit un mécanisme de vigilance, malheureusement, puisque c'est un des espoirs qu'on avait. Il semble que ce ne soit pas un espoir valide. Oui. J'ai eu une réaction sur ça. Mais Frédéric, excuse-moi, il m'avait demandé de terminer. J'avais une réaction sur ça parce que dans les autres interventions que tu proposais, je trouve qu'une des difficultés, c'est qu'il y a un présupposé qui est les apprenants vont répondre spontanément. Moi, j'appelle ça répondre au pif souvent. Et ce n'est pas forcément la bonne réponse. Et on veut qu'ils évitent de répondre n'importe quoi et qu'ils donnent une réponse réfléchie à la place. Et il y a une présupposition qui est s'ils arrivent à inhiber leur première réponse automatique, ils vont passer en mode de raisonnement et faire un raisonnement qui va leur donner la bonne réponse. Et je trouve que des fois, en tant qu'enseignante, j'ai l'impression qu'une difficulté, c'est qu'ils vont... On va faire en sorte que leur première réponse ne soit pas dite au pif, et puis ils vont donner une deuxième qui est une autre dite au pif, et puis une troisième, et ils n'arrivent pas à basculer dans un mode de raisonnement dans lequel justement on est dans du système 2. Et du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que j'ai l'impression que par tes questions, tu apprends, tu vois, en me disant qu'est-ce que vous avez appris pour la prochaine fois, est-ce que vous êtes confiant, tu obliges à sortir d'un truc où tu réponds au pif et tu ne sais pas pourquoi, et t'obliges, c'est pas seulement que tu leur dis arrêtez de répondre au pif, mais tu donnes une indication qui va aider à basculer vers un système de raisonnement qui n'est pas si simple pour tout le monde, en fait. Oui, bien, ces deux questions-là ne viennent pas, en fait, du hasard. Hein. C'est en discutant avec un professeur en psychologie qui m'a dit « Ah, nous, les erreurs, en psychologie, en fait, on considère que c'est très, très utile à l'apprentissage, alors que nous, on les voit comme difficiles de faire apprendre. On considère en éducation que c'est difficile d'apprendre des erreurs. » Alors, il m'a dit « Nous, en psychologie, on considère qu'il y a deux étapes. Il y a une qui s'appelle Error Awareness. Donc, êtes-vous surpris de votre erreur? Ça rend l'erreur très personnelle. Hein? C'est d'un coup, ouais, attends, est-ce que j'aurais dû savoir ça? On se pose plein de questions. Donc, on devient conscient de l'erreur. On n'a plus le choix que de mettre notre attention là-dessus. Puis, il m'a dit en psychologie, la deuxième étape qui se passe, c'est qu'on on fait ce qu'on appelle post-error adjustment. Donc, ici, c'est finalement ce qu'on fait. Êtes-vous confiant? On dit, ben, est-ce que je suis prêt à faire un ajustement? Est-ce que j'ai en tête l'ajustement que je dois faire pour raisonner de façon plus exacte? Et donc, c'est l'inspiration. Donc, effectivement, on a ce même questionnement-là de comment on fait basculer, parce que c'est bien beau de s'arrêter, de dire stop and think, mais stop and think à quoi, en fait? Hein? Et ça oriente, je pense, effectivement, le raisonnement. Et je trouve que le fait de décrire « êtes-vous confiant », ça m'a fait penser au mindset que tu as donné au tout début. Ah. et donc, je me suis dit, au fond, est-ce que c'est pas un peu aussi de dire le mindset que, ah oui, je vais réussir. Mais on ne leur demande pas de se positionner sur est-ce que votre intelligence est assez flexible pour vous permettre. Le mindset, c'est ça. Hein? Est-ce que votre intelligence peut se développer? Est-ce qu'en pratiquant, c'est une connaissance plus profonde? Mais effectivement, je vois c'est plutôt très proche du sentiment de compétence, moi, je trouve. C'est ça. Tout à fait. C'est la variable la plus positive. Exactement. En fait, plus à un retour d'expérience. Quand on fait aux étudiants, alors généralement, où ils situent ça, ils savent le dire, mais quand on leur demande la phase métacognitive, comme il faut qu'ils réfléchissent eux-mêmes, généralement, ils réfléchissent à 2 petites secondes, mais ils ne creusent pas assez loin.
Mais quel est le questionnement qui est proposé quand vous êtes métacognitif? Qu'est-ce qu'on leur demande? Parce que la question, je pense, c'est important. Comment ils feraient la prochaine fois pour améliorer, ou qu'est-ce qu'ils ont identifié qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à répondre à la question. Enfin, voilà, mais un temps pour eux, pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils doivent soit retravailler, soit même prendre confiance en eux. Et en fait, je me rends compte en le faisant que ils perçoivent pas l'intérêt. Et du coup, pour eux, c'est une question qui se termine comme ça et ils ne creusent pas en fait. J'aurais envie de penser que le coût-bénéfice, ici, c'était une tâche très simple. Hein. C'était comparer des périmètres de figures géométriques. Donc, c'était facile, entre guillemets facile. Le piège était facile, mais c'était aussi une révision de son raisonnement qui était accessible, c'était perceptuel et tout. Je montrais. Est-ce que c'est vous qui enseignez en anesthésiologie ou chez les infirmières? Je me demande si quand on pose la question devant quelque chose de très complexe comme ton jugement clinique est erroné et tu confirmes de pouvoir le réaliser la prochaine fois, c'est une question qui est un peu paralysante. Hein? Je pense qu'on peut l'adapter à tous nos contextes. Donc, ce questionnement-là, il doit peut-être être plus précis ou plus guidé. En ça, c'est comme une façon la plus ouverte possible. J'aurais tendance à penser que quand c'est quelque chose de complexe, il faudrait penser à un questionnement métacognitif, mais qui est un peu plus... On le fait surtout sur, par exemple, des QCM, sur des connaissances. Alors, même sur les QCM, ça ne fonctionne pas? Ouais, non. En fait, ils vont se dire, oui, j'ai pas appris. Ils sont plus âgés. Non, ici, on avait une moyenne de comme 25 ans. Plus ils sont plus âgés, peut-être? Ils ont 25-30 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un automatisme à surmonter? Parce qu'ici, c'est ça le problème. Hein. Si ce n'est pas un automatisme, c'est simplement qu'ils n'ont pas automatisé certains savoirs, moi, je pense qu'ils relisent le raisonnement et disent « Ah ouais, je l'aurais su, je sais c'est où dans mon manuel ou dans mon texte, mais ça va me demander trop de travail d'essayer de le récupérer en mémoire. » Dans ce cas-ci, c'est peut-être un manque d'automatisation de certains réflexes cliniques. Et c'est pas... On pourra parler... Ouais, je suis désolé. Je voudrais vous prendre en photo en train d'applaudir Geneviève.